69e session du comité de liaison de la route transsaharienne s'est ouverte ce lundi dans la capitale. L'objectif est d'évaluer les activités réalisées au cours du premier semestre en vue de présenter la situation d'avancement des travaux du dit projet. La province du Kanem a un nouveau gouverneur, il s'agit de Hassan Terab. Il a été officiellement installé dans ses nouvelles fonctions ce dimanche à Mao par le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. Et puis, cérémonie de fin de formation des élèves du Centre des sciences islamiques Abdoulaye Ibn Abbas sur les valeurs de l'islam. C'était hier au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine. Reportage à suivre dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Très ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et merci de suivre le 20h. À l'entame de cette édition, je vous propose de suivre l'éditorial de la semaine. Il est signé Abdoulaye Abbas. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité reste dominée par une vague de dénonciations et de condamnation des actes odieux d'esclavagisme auxquels se livrent des individus sans foi ni loi dans la province du Tibesti, plus précisément sur le site d'orpaillage de Miski. Des paisibles citoyens sont torturés par ces petits groupes d'apatrides qui brillent par cet acte qui frisse nos us et coutumes ainsi que nos religions. Des Tchadiens à la recherche du travail sont arrêtés, ligotés, torturés, traînés derrière le véhicule dans leur propre pays. Quelle aberration! Ces images choquantes diffusées sur les réseaux sociaux ayant fait le tour de cette planète et qui rappellent la tristement célèbre époque d'esclavagisme ne laissent aucun philanthrope insensible, citoyen de ces pays comme tout autre. Ensuite, journaliste que je suis, j'ai le cœur chargé de chagrin face à cette barbarie qui ne saurait se justifier, quelle que soit la situation. Des interrogations méritent d'être posées. S'agit-il de l'afghanisation de la dite province? Sinon, pourquoi de tels ajustements de notre âge? En réalité, qui sont ces tortionnaires et quelles sont leurs réelles intentions? À ce que nous sachions, il s'agit, à mon avis, des terroristes en mal de notoriété, de bourreaux sans qualification qui cherchent à tout prix à ternir l'image du Tchad sur le plan international, mais aussi et surtout à imputer la responsabilité à l'armée nationale tchadienne qui ne cesse pourtant de veiller au quotidien à la sécurité de la population. Tromper l'opinion nationale et internationale peut-être oui, mais pas Dieu, créateur de l'humanité, qu'il retienne que l'image du Tchad que nos ancêtres nous ont léguée est fondée sur le respect de la valeur humaine, la solidarité et la fraternité. Ce sont ces valeurs intrinsèques qui ont fait de notre peuple un modèle en dehors de nos frontières. De notre point de vue, les actes barbares commis par ces individus ne peuvent en aucun cas détourner la conscience des Tchadiens, moins encore mettre en mal la cohabitation pacifique entre les fils et filles du pays de Toumaï. Contre vents et marées, le Tchad demeure un et indivisible. Aujourd'hui, personne ne dupe pour croire à une quelconque manipulation sur les réseaux sociaux dont le seul but est de menacer l'intérêt d'une nation qui aspire à la stabilité. La question que le commun des mortels se pose est de savoir si ces apatrides ne sont-ils pas victimes de leur propre ignorance en postant des vidéos de cette scène de torture ou victimes de leur barbarie. On ne peut que répondre par l'affirmative. L'esclavagisme est à jamais révolu, aucune société moderne ne peut l'admettre. D'ailleurs, depuis 1948, la communauté internationale, à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, condamne de la manière la plus formelle la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le Tchad est un pays de droit. Par conséquent, il n'est pas permis à quelconque individu de zapper ou de remettre en cause les multiples efforts fournis par les autorités de la 4e République en matière de droits de l'homme, ou tout simplement les institutions républicaines. De tels actes relèvent du terrorisme, mettant l'État devant toutes ses responsabilités, celle de protéger ses citoyens pour éviter la somalisation du Tibesti. Au regard de la détention des armes par des civils dans cette province du pays,
Cela peut provoquer d'autres foyers de tension dont les conséquences seront désastreuses pour l'ensemble du peuple tchadien. À mon avis, le désarmement commence par là. Un cœur droit est le premier organe de la vérité, dit-on. À lundi prochain. Plaise à Dieu. Et puis le nouveau contexte politique de notre pays met en première ligne le pardon. Lors des travaux du Forum national inclusif, le président de la République a annoncé sa politique de la main tendue à tous les Tchadiens sans exception. Et comme vous le savez, depuis un certain temps, les opposants en exil font leur retour au pays. C'est le cas hier de l'opposant Achek Ibn Oumar. Un retour qui a inspiré cette réflexion de la rédaction et les signé à Domanganadou. L'événement majeur en ce début du mois de novembre 2018 aura été marqué par le retour d'une grande figure de la vie politique tchadienne, Achek Ibn Oumar, au pays. Après plus de 24 ans d'exil, l'homme politique Achek Ibn Oumar vient de regagner son pays. Bien évidemment, il y a un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix, du temps politique. Le retour au pays d'anciens chefs de guerre, de CDR, et le fruit de la politique la main tendue du chef de l'État Idriss Déby Itno. Pour les observateurs de la vie politique tchadienne, le retour au bercail d'Achek Ibn Oumar marque un tournant dans la recherche de la paix prônée par les plus hautes autorités. Le Forum national inclusif sur les réformes institutionnelles qui a débouché sur la naissance de la 4e République tournée vers le futur porte ses fruits. L'obstination du président de la République, Idriss Déby Itno, de traduire dans les faits les résolutions issues du Forum national inclusif marque une nouvelle ère pour notre pays. Il y a un nouveau contexte politique, le temps est révolu. Il faut noter que l'homme politique Achek Ibn Oumar se fit connaître dès 1970, d'abord en tant que dirigeant du mouvement des étudiants africains en France, puis dans la direction du mouvement révolutionnaire historique tchadien, le FROLINA, Front de Libération Nationale du Tchad. Avant de reprendre le chemin de l'exil, il fut conseiller spécial et ambassadeur du Tchad aux États-Unis entre 1990 et 1993. Achek Ibn Oumar est né le 13 juin 1951 dans la province de Bata. Justement, par rapport à ce retour de l'opposant Achek Ibn Oumar, notre reporter Falambi Sougan s'est rapproché de quelques hommes politiques pour recueillir leurs impressions relativement à la politique de la main tendue du président Déby. Suivez. Le retour à la légalité de l'opposant Achek Ibn Oumar, cela a été quand même très impressionnant pour moi parce que nous sommes de la jeune classe politique et nous avons toujours entendu parler de Achek Ibn Oumar qui est l'un des opposants les plus radicaux depuis longtemps, plus de 25 ans en exil, et aujourd'hui son retour constitue quand même un point de départ pour la vraie réconciliation entre les fils du Tchad, et j'espère que c'est la meilleure des choses que nous vivons aujourd'hui. Ce retour-là est quand même capital pour l'avenir de notre pays. Achek est une figure de l'opposition, c'est un haut cadre qui a eu à servir ce pays. Si l'opposant Achek a souhaité rentrer, est-ce qu'il est rentré pour apporter, n'est-ce pas, son conseil, donner son conseil au président Déby afin que la démocratie tchadienne puisse reprendre le souffle et se développer afin que le Tchad ressemble aussi aux autres pays démocratiques? Je crois que son retour ne peut qu'être salué. Parce qu'au moment où le Tchad a besoin, traverse cette crise, on a besoin de toutes les compétences. Qu'elles soient de l'intérieur ou de l'extérieur, on a besoin de tout Tchadien qui a quelque chose à apporter, qui revienne pour qu'on discute, et qu'il apporte aussi sa pierre à la construction. Ce retour de Achek Ibn Oumar est un retour qui fait suite à l'amnistie que le président Déby a accordé dans la foulée donc de la nouvelle loi constitutionnelle.
une amnistie qui est accordée à l'ensemble des opposants tchadiens doit concerner tout le monde. Et à l'heure où nous parlons, ce n'est pas Cheikh Oumar seul qui doit revenir, mais il doit avoir un afflux des Tchadiens de l'extérieur qui ont contesté ce pouvoir-là. Il doit avoir un afflux parce qu'effectivement, nous devons considérer que cette amnistie est sincère. Voilà, ce sont là des propos recueillis par Falambi Soulga. Et puis je l'annonçais en titre, la 69e session du comité de liaison de la route transsaharienne s'est ouverte ce lundi dans la capitale. Objectif, évaluer les activités réalisées au cours du premier semestre en vue de présenter la situation d'avancement des travaux du dit projet. Gayam Bengueli. L'intégration sous-régionale et régionale passe par les échanges commerciaux entre les pays membres du comité de liaison de la route transsaharienne. C'est pour faciliter ces échanges que les États membres du dit comité se sont retrouvés en N'Djamena pour évaluer les activités menées au cours de ces 6 derniers mois et présenter la situation d'avancement des travaux du projet de la route transsaharienne. La relation de la RTS, en parlant du cas de mon pays, est très relevée au cours de ces 10 dernières années. La branche partie tchadienne de la RTS, longue de 600 km, va de N'Djamena à la frontière du Niger et dont 150 km sont déjà bitumés. Il s'agit des tronçons N'Djamena, Yermaya, Massaguet et Massakori. Les travaux de bitumage des tronçons Massakori-Ngouri, 85 km, Ngouri-Bol, 100 km, et Rigrig-Daboua, frontière du Niger, 100 km, sont en cours d'exécution, tandis que la section Bol-Liwa est en phase de contractualisation. Le secrétaire général du comité de liaison de la route transsaharienne, Mohamed Ayadi, sollicite pour sa part le soutien des plus hautes autorités de leurs pays respectifs pour aider leur comité à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. La route transsaharienne, faut-il rappeler, est l'un des 9 grands axes transafricains qui irriguent dans toutes les directions du continent africain. L'École nationale de formation judiciaire de concert avec le projet d'appui à la justice au Tchad phase 2 organise un atelier de vulgarisation du code pénal et de procédure pénale à Bakara grâce à la coopération agissante entre le Tchad et l'Union européenne. On fait le point avec Marali Joséphine. La justice tchadienne est entachée de quelques manquements. Cette question a été soulevée avec acuité lors des états généraux de la justice tenus il y a quelques années. C'est donc pour prendre en compte ces préoccupations que cet atelier est organisé. Il porte sur la vulgarisation des codes pénals et des procédures pénales. L'objectif recherché, indique le directeur de l'École nationale de formation judiciaire, Brahim Al-Khali Iléo, est de renforcer les capacités des magistrats et éventuellement de permettre à ceux-ci de se spécialiser dans leur profession. Pour l'ambassadeur représentant de l'Union européenne au Tchad, Bertrand Souré, cette formation qui va rendre performante la justice tchadienne traduit l'engagement de son institution. L'École nationale a donc un rôle primordial à jouer pour contribuer à améliorer la qualité de la justice rendue et à rendre la justice fonctionnelle, indépendante et impartiale. Le ministre de la Justice, chargé des droits humains, indique quant à lui que la vulgarisation de ces 2 nouveaux codes s'avère nécessaire à l'ère de la 4e République. L'atelier de vulgarisation de 2 codes est assurément une parfaite illustration de cette politique volontariste du gouvernement de la 4e République, avec à sa tête le président de la République, Idriss Déby Itno, qui fait de la qualité des hommes chargés de distribuer la justice dans notre pays une exigence majeure. Pour le ministre de la Justice, chargé des droits humains, Dime Arabi, les bénéficiaires doivent s'approprier des innovations introduites dans les instruments juridiques de notre pays. Ceci en vue de satisfaire non seulement les justiciables, mais aussi se conformer aux règles internationales du droit. La teneur de ce communiqué est la mission du groupe Énergie Globale venu des États-Unis d'Amérique, conduite par sa directrice Boni Gou, a eu une rencontre ce matin avec le ministre de la Santé publique Aziz Mamad Saleh. Les échanges ont porté sur le partenariat entre le groupe Énergie Globale et le ministère de la Santé publique dans le cadre de leur projet l'électrification des zones rurales. Pour la directrice, ce projet consiste à électrifier les centres de santé
en énergie solaire. Le groupe Énergie Globale exerce dans 170 pays au monde. Le ministre de la Santé publique, Aziz Mohamed Saleh, a de son côté salué cette excellente initiative en leur assurant de la disponibilité de son département à les accompagner dans ce projet. Un atelier d'analyse du cadre harmonisé cycle de novembre. Les travaux ont commencé ce matin à la Maison de la Femme. Les acteurs du secteur agricole vont analyser les données en matière de sécurité alimentaire. Alima Madbello. À ce rendez-vous, les acteurs du secteur agricole analysent l'ensemble des données en matière de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Ceci pour au terme disposer des résultats harmonisés dans un cadre concerté et approprié. Il convient de rappeler que le cadre harmonisé d'identification d'analyse des zones à risque des populations vulnérables en insécurité alimentaire et nutritionnelle demeure un outil par excellence qui permet d'analyser la dynamique de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. L'outil n'est pertinent que quand on prend en compte plusieurs variables. Dans l'analyse, il n'est garanti que lorsque les indicateurs fournis pour le renseigner sont fiables. Le SILS, représenté par l'expert Abdallah Samba, réaffirme son appui au cadre harmonisé, un dispositif national de prévention et de gestion des crises alimentaires et nutritionnelles. La province du Kanem a un nouveau gouverneur. Il s'agit de Hassan Terap. Il a été officiellement installé dans ses fonctions ce dimanche à Mao par le secrétaire général du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale. La cérémonie a lieu à la place publique de la ville. Mamad Moussa Abamichi. Impatients de découvrir leur nouveau gouverneur, les habitants de Mao et ceux venus des différents départements de la province du Kanem se sont mobilisés à la place publique de la dite ville pour la cérémonie d'installation. À son arrivée, le secrétaire général adjoint du ministère de l'administration du territoire, de la sécurité publique et de la gouvernance locale, Adoum Moussa Elefi, représentant le ministre des tutelles, a passé en revue les différents détachements de l'armée nationale tchadienne. Juste après, c'est le gouverneur par intérim Abakar Abdelkerim, par ailleurs secrétaire général de la province du Kanem, qui a donné le ton. Il a tout d'abord présenté la province du Kanem d'une superficie de 72 325 km² qui compte 3 départements et 11 communes où vivent environ 400 000 âmes. Et ensuite, Abakar Abdelkerim s'est apaisanti sur les défis à relever, notamment la préservation de la paix, de la sécurité et de la stabilité, tout en souhaitant bonne chance au gouverneur entrant. S'adressant au public, le secrétaire général adjoint du ministère de l'administration du territoire a rappelé les deux événements qui ont marqué le pays en 2018. Il s'agit de la tenue du Forum national inclusif et l'organisation de la première conférence des autorités traditionnelles et coutumières du Tchad visant l'édification des institutions dynamiques, solides, souples, entre autres. Monsieur Hassan Terap, que j'ai l'honneur de vous présenter ici, est nommé gouverneur de la province du Kanem. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, et conformément au décret 15-12 du 16 août 2018, je vous installe officiellement gouverneur de la province du Kanem et vous renvoie à l'exercice de vos fonctions. Adou Moussa Elefi remet officiellement l'étendard à Hassan Terap, qui a désormais la charge de gérer la province du Kanem. Le gouverneur entrant a exprimé sa gratitude au chef de l'État qui lui a renouvelé sa confiance. Que je m'emploierai à traduire dans les faits les engagements pris par le président de la République, son Excellence M. Idriss Déby Itno, dans le cadre de la 4e République, notamment la consolidation de la paix, la sécurisation des personnes et des biens, la lutte contre le détournement des deniers publics et la corruption, le changement de comportement pour ne citer que cela. La passation de services étant faite, le gouverneur par intérim, le gouverneur entrant et le secrétaire général adjoint du ministère de l'administration du territoire ont signé le procès verbal de passation de services. Dans la province du Mayo-Kédi Est, c'est le chef du canton de la communauté Mouta Wambara Wersing qui a pris fonction à la faveur d'une cérémonie présidée par le préfet du département de Mont-Ili. C'était en présence du gouverneur Ahmad Tahamamat. Ahmad Suleiman pour le compte rendu. La communauté Mouta a un nouveau chef de canton. Il s'agit de Wambara Wersing. Il succède à son père, Wersing Hulsu, décédé le 23 novembre 2017.
Le nouveau chef de canton a été intronisé par le préfet du département de Mont-Ili, Kung Palay Aran, en présence du gouverneur de la province de Mayo-Kébi-Est, Ahmad Taha Mahamad, des chefs traditionnels et des personnalités venues de N'Djamena et du Cameroun. Assis sur son trône, le nouveau chef de canton reçoit tous les honneurs de la communauté Mouta. Après avoir remercié les plus hautes autorités du pays, Sa Majesté Wangbara Wersing promet assurer la tâche qui lui a été assignée tout en respectant les us et coutumes de sa communauté. En installant officiellement le nouveau chef de canton de Mouta, le préfet du département de Mont-Ili l'invite à respecter la valeur traditionnelle et coutumière. La présente cérémonie d'intronisation du chef de canton de Mouta est un événement de taille qui s'inscrit dans l'histoire de la chefferie cantonale de Mouta. Cette sortie colossale est une marque de confiance qui constitue un réconfort et l'expression de votre volonté de soutenir le nouveau chef de canton. La chefferie traditionnelle de la communauté Mouta est à son 5e chef de canton depuis sa création. Rendons-nous à Sarre, dans la province du Moyen-Chari, pour parler du lancement officiel de la 2e campagne de sensibilisation sur les résolutions du Forum national inclusif et la 4e République initiée par la coalition Fils du Tchad. Bareladji. Après les 10 communes d'arrondissement de la ville de N'Djamena, le président de la coalition des associations de la société civile dénommée Fils du Tchad, Faisal Hissène Hassan Abakar, intensifie la sensibilisation sur les résultats du Forum national inclusif et les acquis de la 4e République sur le développement national à l'endroit des autorités administratives, civiles, des associations des jeunes et les autorités traditionnelles et coutumières du Moyen-Chari. Du haut de cette tribune, il a situé le bien fondé de cette nouvelle loi constitutionnelle à la population sarroise. Sarwa, merci Lavia Ngaï. Cette caravane a pour but d'appuyer les réformes institutionnelles. Aspirant à la grandeur de notre nation, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, alors candidat aux élections présidentielles, appelle la promesse de réformer les institutions de notre pays. Élu sur cette base, le président de la République, tenant à ses engagements envers son peuple, à peine investi, a mis les jalons de réforme par la création d'un autre comité chargé de réformes institutionnelles. Le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abadi Saïr Fadoul, salue à sa juste valeur cette initiative qui met en exergue la volonté du gouvernement tchadien. Il a réitéré sa disponibilité à accompagner les jeunes de sa circonscription à la vulgarisation du message à l'endroit de la population. Et puis une cérémonie de remise des kits solaires a lieu au district sanitaire de Doba dans la province du Logono oriental. Moussa en présence du gouverneur Moussa Haroun Tirgo. Voilà, j'y arrive. Fonaïnda Draman Josiane. Ce sont des kits solaires qui ont été remis par la Fondation Grand Cœur au profit des 17 centres de santé pour le compte de la province du Logone oriental. C'est la délégation sanitaire du Logone oriental qui a réceptionné ces matériels. Pour le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Mohamed Iba Ousmane, ce geste de la première dame vise à améliorer les conditions de travail du personnel de ces centres. Tout en se réjouissant de ce geste, le délégué sanitaire de la province du Logone oriental, Ali Soumaïn Bagar, explique le processus ayant conduit à l'obtention de ces kits solaires. Le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Turgo, lui, soutient que la santé de la population a toujours été au cœur des actions de la Fondation Grand Cœur. Madame la première dame n'a jamais manqué à nos appels. Compte tenu de la vulnérabilité de notre population dans les provinces de Nord-Oriental, les panneaux qui sont derrière nous, ça joue un rôle extrêmement important. Je remercie encore une fois de plus son Excellence Madame Linda Déby. Compte tenu des manques de moyens électroniques que disposent les centres de santé du Logone oriental, ce geste permettra au personnel des 10 centres d'accomplir la mission qui leur était assignée.
À Massakori, dans le Hadjar-Lamis, un atelier de plaidoyer auprès des leaders coutumiers et religieux est organisé. Objectif, mettre à la disposition des femmes des différents groupements agricoles des terres pour développer leurs activités. C'est une initiative du consortium Programme de développement rural. Ali Mamad Bello. Hier, elles ont reçu des matériels agricoles. Aujourd'hui, à cet atelier, le consortium Programme de développement rural plaide auprès des leaders coutumiers et religieux pour leur attribuer des terres. Des espaces favorables sur lesquels ces femmes des différents groupements féminins de Hadjar-Lamis développeront leur activité agricole. Puisqu'elles sont actrices du développement, cette initiative acquiert l'assentiment de tous. Dans la foulée, les autorités traditionnelles signent un mémorandum d'entente pour leur favoriser l'accès à la terre. En retour, le projet souhaite le ministère de la Femme et la Banque mondiale attendent des résultats concluants et probants suite à ces actions menées en faveur de ces organisations féminines. Dans les Hadjar-Lamis, les femmes représentent la moitié de la population, avec pour activité principale l'agriculture, l'une des mamelles de l'économie du pays. Comme l'a laissé entendre le secrétaire général des Hadjar-Lamis, le gouvernement et ses partenaires leur offrent à travers cette initiative la possibilité de parvenir à leur autonomisation. Voilà, et c'est tout le monde qui vient de nous parvenir. Passation de services hier entre le nouveau comme Légion numéro 19 Adam Wadaye Bringui et le sortant Waski Djagaï Esso dans la province du Baral Ghazal. La cérémonie s'est déroulée en présence de l'inspecteur technique de la gendarmerie nationale, colonel Chalam Issakha Achek. Reportage Ahmad Ali Daladou. C'est à 9h précise que l'inspecteur technique de la gendarmerie nationale, le colonel Chalam Issakha Achek, arrive à la place publique de Moussoro, où il passe aussitôt en revue devant les troupes avant de s'installer à la tribune officielle. Par décret numéro 1466 du 8 août 2018, que le colonel Adam Wadaye Bringui est nommé commandant de la Légion numéro 19 en remplacement du colonel Waski Jaya Esso. À cette cérémonie, il est à signaler que le com Légion sortant est représenté par le commandant Ali Issa Taher, commandant du groupement de la dite Légion. Après la mise en place de deux com Légion et l'étendard, l'inspecteur technique de la gendarmerie nationale, le colonel Chalam Issakha Achek, par ailleurs représentant du directeur général de la gendarmerie nationale, a demandé aux officiers, sous-officiers et hommes de rang de reconnaître désormais comme chef le colonel Adam Wadaye Bringui, nouveau comme Légion numéro 19 du Bahr Ghazal. Le nouveau commandant de la Légion n'a pas manqué de donner des ordres aux officiers, sous-officiers et éléments de la gendarmerie pour le bien du service. Le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdoudaïm Abdallah Ousmane, a présidé hier au ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine la cérémonie de fin de formation des élèves du Centre des sciences islamiques Abdoulaye Ibn Abbas sur les valeurs de l'islam. Falam Soulgan. Parents, amis et collègues ont investi la grande salle du ministère des Affaires étrangères et de l'intégration africaine pour rehausser de leur présence la remise des attestations de fin de formation des élèves du centre Abdoulaye Ibn Abbas sur les sciences islamiques. Pour le représentant du fondateur du centre des sciences islamiques Abdoulaye Ibn Abbas, Ahmad Mamad Sali, malgré les maigres moyens dont dispose sa structure, celle-ci est disposée à accompagner les enfants musulmans à apprendre les valeurs et les principes de l'islam. Ahmad Mamad Sali a saisi cette perche pour lancer un appel aux bonnes volontés pour appuyer le centre des sciences islamiques Abdoulaye Ibn Abbas. Très ravi de la prestation des élèves du Centre des sciences islamiques Abdoulaye Ibn Abbas, le vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Abdoudaïm Abdallah Ousmane, a rendu un hommage au fondateur et encourage tous les corps enseignants à garder le même élan. Cheikh Abdoudaïm Abdallah Ousmane invite les parents à encadrer et former leur progéniture sur les principes de l'islam, créé le 13 septembre 1994 par Cheikh Salim Ahmad Ramadan. Le Centre des sciences islamiques Abdoulaye Ibn Abbas a formé à ce jour plus d'1 millier de jeunes. Quelques actes du chef de l'État avant de nous séparer. Décret 1715 portant nomination des cadres à des postes de responsabilité au cabinet du ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la coopération internationale de la diaspora.
Les personnalités dont le nom suivent sont nommées au poste de responsabilité ci-après au ministère des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora. Direction du cabinet, directeur Mahamat Zen Haroun, conseiller Mahamat Issa Zakaria, nouveau poste conseiller technique Abderrahman Mahamat Adi en remplacement de Mundum Golngar. Conseiller technique Abderrahman Hassan Mamat, poste vacant, N'Djamena le 5 novembre 2018, Idriss Déby Itno. Décret 17-16 portant nomination d'un attaché de défense à l'ambassade du Tchad auprès de la République française. Le colonel Mohamed Abakar Brahim est nommé attaché de défense à l'ambassade du Tchad auprès de la République française. Poste vacant, l'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret 570/PM/2012 du 23 avril 2012 suivisé. N'Djamena le 5 novembre 2018, Idriss Déby Itno. Décret 17-17 portant nomination à un poste de responsabilité au ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Institut national de la jeunesse et des sports, directeur général Moussa Hassan Irobei, en remplacement de Passale Lazaki, appelé à d'autres fonctions, secrétaire général Ekian Nikbo Baibamni, en remplacement de Moussa Hassan Irobei, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena le 5 novembre 2018, Idriss Déby Itno. Décret 17-18 portant nomination à des postes de responsabilité au ministère de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi. Direction de cabinet, directeur du cabinet Jean-Pierre Dimasngar, en remplacement de M. Mbaye Oussem Ndjikunder, appelé à d'autres fonctions. Conseiller au sport Ousmane Tigabé, maintenu. Conseiller à la jeunesse et à l'emploi John Dandi Taïtouin, nouveau poste. Conseiller juridique Ngarouom Christophe, nouveau poste. Inspection générale, inspecteur général Mahamat Hissène Frédé, maintenu. Inspecteur technique à la jeunesse et à l'emploi Andibaye Ngari Gaye, poste vacant. Inspectrice technique au sport Madame Antoinette Tagibisi, en remplacement de Natoltiga Okala, appelé à d'autres fonctions. Direction générale du ministère, directeur général Passale Lazaki, en remplacement de Necho Abou, appelé à d'autres fonctions. Directeur général adjoint Mbokit Magine, en remplacement de M. Kadr Saleh Kana, appelé à d'autres fonctions. Direction des activités socio-éducatives, des loisirs et des mouvements associatifs des jeunes. Directrice Madame Sola Ndilnoudi, en remplacement de Mahamat Ali Galmaï, appelé à d'autres fonctions. Direction de la promotion des jeunes, du volontariat, de l'emploi et de l'insertion sociale. Directeur Ndingam Nayel Kaldé Luanga, nouveau poste. Direction des sports de haut niveau, directrice Madame Assel Menadji, en remplacement de M. Issa Mahamat Saleh Issa, abandon de poste. Direction de l'éducation physique et sportive, du scolaire et de masse, du sport scolaire et de masse, pardon. Directeur Mahamat Issa Goudar, maintenu. Direction des ressources humaines, des études de la planification et de la coopération. Directrice Madame Adrienne Ndoubayou, en remplacement de M. Mokhtar Mahamat Sabala, appelé à d'autres fonctions. N'Djamena le 5 novembre 2018. Idriss Déby Itno. Voilà, et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon suite des programmes. À demain, Inch'Allah. Bonsoir.